Tout d'abord, bonsoir à vous tous. Visage connu et visage inconnu, mais il y en a-t-il dans le cadre des voies initiatiques qui sont les nôtres? Finalement, nous cheminons ensemble dans une sorte de proximité qui crée une immédiateté lors même des premières rencontres. Je profite de ces mots d'introduction pour remercier les animateurs de l'association Cercle philosophique Comté de Nice qui sont à l'initiative de cette soirée et d'une certaine manière m'ont proposé le thème qui sera exposé ce soir: quel devenir pour le régime écossais rectifié? Question d'ailleurs qui sonne presque comme un défi, une interrogation en forme de questionnement sur qu'en est-il du régime écossais rectifié aujourd'hui? Quelle est la situation dans laquelle il se trouve? Et si l'on est un peu plus introspectif, en regardant les différentes formes sous lesquelles vit le régime écossais rectifié depuis son réveil en 1935, est-ce que les différentes configurations proposées au régime écossais rectifié, qui souvent d'ailleurs, il faut l'avouer, est beaucoup plus travaillé comme un rite, comme un régime, on va voir qu'est-ce qui distingue d'ailleurs le rite du régime. L'interrogation subsidiaire qui vient immédiatement après, c'est: est-ce que ces formes sont en conformité avec les vœux des fondateurs de ce système initiatique au XVIIIe siècle? Si c'est le cas, eh bien, nous nous en louerons et nous retiendrons ce qui participe de la conformité avec les vues des fondateurs du rite au XVIIIe siècle. Si ce n'est pas le cas, eh bien, nous dirons aussi pourquoi, et comme nous sommes entre nous, nous le ferons sans langue de buis, en essayant d'éviter le langage par trop diplomatique qui, au fond, nous évite de penser le fond de la question. Bien évidemment, si un tel titre a été donné à cette communication, quel devenir pour le régime écossais rectifié, c'est qu'au minimum, nous imaginons qu'il y a un devenir pour ce régime. Sinon, nous considérerions que la vie de ce régime a été écrite au fil des décennies qui nous séparent de sa fondation en 1778 lors du Convent des Gaules, et qu'aujourd'hui, il n'a plus qu'à sommeiller comme une vieille relique, une sorte d'archéologie vénérable dont il nous faudrait admettre que les temps dans lesquels nous nous trouvons ne permettent plus de le faire vivre selon les intentions de ses fondateurs. Je signale au passage que ce type de remarque, que je fais d'une manière assez légère, est considéré comme une évidence par la plupart des obédiences qui aujourd'hui ont à travailler ou font travailler le rite écossais rectifié. Pour bien comprendre notre question, il nous faut faire un petit voyage
dans le temps, pas trop loin, et pour ce qui nous concerne les uns et les autres, nous serons en pays de connaissance, puisqu'il s'agit du XVIIIe siècle, au moment où un certain nombre de frères à Lyon vont être réunis à l'initiative de Jean-Baptiste Villermoz lors d'un convent qu'on va appeler des Gaules, précisément parce qu'il va avoir lieu à Lyon, capitale des Gaules, convoqué le 24 octobre de l'année Julien, selon le calendrier templier de la stricte observance, ce qui donne, selon le calendrier grégorien, le 6 novembre 1778. D'où l'explication de cette fameuse fête de l'ordre du 6 novembre dans le code maçonnique des loges réunies et rectifiées, dont tout le monde imagine qu'elle est là pour célébrer la mémoire de Jacques de Molay et peut-être de quelques frères de l'ordre du Temple. Ce n'est pas du tout le cas. C'est la date de la réforme engagée par les Lyonnais, entourés des Strasbourgeois, entourés des frères de l'Occitanie, c'est-à-dire en réalité les directoires des 3 provinces du rite réformé d'Allemagne, comme on disait à l'époque, à savoir le rite de stricte observance constitué par le baron de Hund au milieu du XVIIIe siècle en Allemagne, importé en France d'abord en 1773 à Strasbourg auprès de la loge des frères de Turckheim, Bernard et Jean Lacandeur, à l'orient de Strasbourg, premier des directoires de la stricte observance implantés en France, puis Lyon, en juillet 1774, exactement au moment où le baron von Weiler, qui était le députatis spécial du baron de Hund, vient à Lyon pour y importer et introduire le rituel de la stricte observance dite templière d'Allemagne. Et il vient avec, dans ses bagages, les rituels qui sont pratiqués en Allemagne. Rituels, d'ailleurs, assez fastueux et surtout qui présentent une caractéristique très originale par rapport à la maçonnerie continentale telle que pratiquée en France au XVIIIe siècle, avec un système de haut grade dit ordre intérieur, qui n'est plus maçonnique, mais qui est proprement et uniquement chevaleresque. Chevaleresque, pourquoi ? Car à l'intérieur, on n'y retrouve plus du tout les décors, les symboles et le mode de fonctionnement des loges, mais des, on va dire, formes, attitudes, principes qui sont ceux d'une chevalerie authentique. Alors, lors de ce mois de novembre 1778, exactement du 10 novembre jusqu'au 21 décembre 1778, que va-t-il se passer à Lyon ? Car si l'on veut savoir ce que peut être le devenir du régime écossais rectifié, eh bien, il faut savoir d'où il vient, qu'est-ce qu'il est, de quoi il parle, ce qu'il souhaite faire et à quoi il aspire. Vous savez, comme dit le dicton populaire, pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. L'idée de Jean-Baptiste Villermoz, en 1778, est très claire. À ces mots, l'appareil enregistreur s'écroula. Ce qui nous permet
me laisser s'installer nos amis venant de lointaines destinations. C'est bon? Bon. Ah. Alors, nous reprenons, comme nous en étions au tout début, ça n'est pas très important. Lorsque nous avons prononcé le mot d'éclair concernant l'intuition de Jean-Baptiste Villermoz, les glyphes apocryphes qui se manifestent par la lumière de cet appareil ont été frappés soudain d'une présence particulière suscitant quelques réactions. Alors, nos frères sont réunis à Lyon autour de Jean-Baptiste Villermoz, qui, ne l'oublions pas, vient de passer plus de 2 années entouré des principaux animateurs de la bienfaisance, c'est-à-dire la loge de Lyon, en compagnie d'une figure tout à fait exceptionnelle de cette période, connu sous le nom du philosophe inconnu, c'est-à-dire Louis-Claude de Saint-Martin, qui a quitté Bordeaux depuis 1774, exactement janvier 1774, et est venu s'installer au logis de Jean-Baptiste Villermoz, au Brotteaux, demeurant en compagnie de Madame Provençal, c'est-à-dire la sœur de Jean-Baptiste Villermoz, et on imagine, lors de ces longues soirées intimes, ce sur quoi ils ont pu échanger, sachant qu'au même moment se déroulait quasi à plein temps, parce que lorsqu'on voit les dates des différents séminaires organisés par Jean-Baptiste Villermoz, Louis-Claude de Saint-Martin et Jean-Jacques Croix d'Autrive, on s'aperçoit de l'intensité de leurs réflexions. Séminaires qui ont été baptisés les leçons de Lyon aux élus Cohen. Pendant 2 ans, de janvier 1774 jusqu'à juin 1776, tout ce groupe qui parfois voyait venir des frères de Paris, des frères de Chambéry, des Suisses, des Strasbourgeois, des Toulousains, ont réfléchi à la doctrine laissée en héritage, si l'on peut dire, par le célèbre Martinez de Pasquali, qui avait reçu dans son ordre, avant d'aller quérir un héritage à Saint-Domingue, en mai 1772, la plupart des frères qui sont réunis autour de Jean-Baptiste Villermoz. Pendant 2 ans, on va réfléchir à cette question de l'enseignement de Martinez de Pasquali pour essayer d'établir sa validité, ses perspectives, à quoi il tend et quel est le but propre de l'ordre dit des élus Cohen de l'univers. Le but, nous le connaissons, c'est la réintégration de l'homme
plus exactement des êtres, dans leur première propriété, vertu et puissance spirituelle divine primitive. Cet approfondissement des thèses de Martinez crée autour de Villermoz à Lyon un véritable foyer d'intérêt extraordinaire pour les éléments propres du régime de Martinez de Pasquali. Or, la stricte observance qui a été importée d'Allemagne, proposant un rituel, un environnement, un cadre infiniment plus organisé, plus rationnel que l'ordre des Élucoen de Martinez de Pasquali, qui, comme on le sait, est chaotique. Tous les rituels ne sont pas écrits. Le grand maître, le souverain grand maître, Martinez, est une personnalité relativement originale et assez complexe, qui obéit très peu aux lois de ce monde. Quoi qu'il en soit, le système n'est pas viable du point de vue organisationnel, même si, du point de vue doctrinal, il ouvre des perspectives extraordinaires. Perspectives auxquelles sont absolument fidèles les frères de Lyon et souhaitent le demeurer. L'idée géniale de Jean-Baptiste Villermoz, qui n'est pas celle de Louis-Claude de Saint-Martin, puisque en 1776, lorsque la réforme dite de Dresde s'installe de manière définitive sur Lyon, il préfère par deux fois, en juillet 1774 et août 1775, aller se promener en Italie. Il est vrai que l'Italie est un beau pays du point de vue touristique, mais le déplacement est diplomatique de la part de Saint-Martin. Il n'approuve que très modérément les initiatives de son aîné en initiation, aîné de tout de même 13 ans. À l'époque, c'est beaucoup. Jean-Baptiste Villermoz est né en 1730, Louis-Claude de Saint-Martin en 1743. Il lui donnera d'ailleurs toujours du titre de « mon cher maître » avec beaucoup de respect et de révérence. Et Villermoz, d'ailleurs, ne se fera pas faute parfois de lui tirer un peu l'oreille lorsqu'il le jugera nécessaire d'après Villermoz, sa facilité à répandre et dévoiler un peu trop aisément la doctrine de leur maître à tous deux, à savoir Martinez de Pasquali. En tout cas, en 1778, l'intention de Jean-Baptiste Villermoz est claire. Il est question, dans son esprit, de réformer, rectifier la stricte observance pour y instiller, y infuser en son sein l'enseignement de Martinez de Pasquali, et en particulier l'ensemble de ses thèses portant sur la doctrine de la réintégration des êtres, mais d'une manière tout à fait différente qu'on le faisait dans l'ordre des chevaliers maçons et Élucoen de l'univers, avec une propédeutique beaucoup plus adaptée, l'utilisation des symboles proposés par la stricte observance et également une séparation très nette entre les classes distinctes qui vont composer l'architecture du régime écossais rectifié. 3 classes. La classe des symboles, la classe chevaleresque et, au XVIIIe siècle, une classe non ostensible, dite secrète, dont on ne parlera d'ailleurs même pas au convent des Gaules, mais que Jean-Baptiste Villermoz souhaitera faire entériner au convent de Wilhelmsbad quelques années plus tard, en 1782. Nous sommes donc à Lyon. L'ensemble des frères sont réunis
réformer la stricte observance templière, mais pas seulement. L'idée extraordinairement ambitieuse de Jean-Baptiste Villermoz et des frères qui sont autour de lui, c'est de réformer l'ensemble de la franc-maçonnerie. Je crois que c'est un point qui est à noter pour notre réflexion. L'ambition de Villermoz et des frères qui l'entourent, c'est pas simplement d'améliorer, de faire progresser, de conférer à la stricte observance allemande les éléments qui lui manquent. C'est également de transformer, aujourd'hui on parle du PMF, vous savez, le paysage maçonnique français, eh bien, de transformer le PMU, le paysage maçonnique universel, et non pas le Paris mutuel urbain, vous l'avez tous compris. La question est de savoir si l'ambition de Jean-Baptiste Villermoz et des frères qui sont autour de lui est recevable. Est-ce que c'est acceptable ou pas, cette idée? Attention, notre passage au deuxième temps du développement de cette communication en dépend, mais en dépend également notre rapport au régime, notre rapport au rite. Si l'on considère que l'ambition est outrancière, que c'est quelque chose de tout à fait exorbitant et, au fond, d'un peu chimérique, ce qu'on peut lire d'ailleurs sous la plume de certains auteurs, les chimères villermoziennes, je ne citerai personne, alors, d'une certaine manière, ce que l'on va aborder dans un moment, c'est-à-dire dans 3-4 heures, bon, je plaisante, à savoir comment vit le régime écossais rectifié, trouverait sa réponse immédiate. Au fond, chacun peut en faire ce qui lui plaît, comme dit la chanson. Si l'intention de Jean-Baptiste Villermoz est une absurdité, une folie passagère, un petit délire personnel, une surexcitation de l'esprit effervescent de notre Lyonnais à propos de la doctrine de Martinez de Pasquali, la question est résolue. Mais si l'on considère que l'intention fondatrice de Jean-Baptiste Villermoz a un sens, et on va essayer de comprendre quel est ce sens, alors se demander si les critères de la réforme de Lyon, tels qu'ils ont été posés au XVIIIe siècle, si ces critères répondent bien à une exigence et si cette exigence demande d'être respectée. Auquel cas, si nous répondons par l'affirmative aux 2 points successifs, notre examen sur la manière dont nous vivons aujourd'hui, notre rapport au régime et notre manière de le pratiquer va s'éclairer notablement. Voyons comment s'ouvre le code des loges maçonniques réunies et rectifiées de France. Des loges entières dans diverses contrées, sentant la nécessité d'un centre commun, soyons attentifs, chaque mot a son importance, dépositaires d'une autorité législative, se réunirent et coopérèrent à la formation de divers grands orients. C'était déjà de leur part un grand pas vers la lumière, mais à défaut d'en connaître le vrai point central et le dépôt des lois primitives, elles suppléèrent au régime fondamental par des régimes arbitraires particuliers ou nationaux, par des lois qui ont pu s'y adapter. Elles ont eu le mérite d'opposer un frein à la licence destructive qui dominait partout, mais comme elles ne tenaient point à la chaîne générale, elles en ont rompu l'unité en variant les systèmes.
qu'est-ce que ce petit morceau d'anthologie signifie? On est en 1778. Les constitutions d'Anderson et des Aguliers ont déjà quelques décennies. La constitution en grande loge, auquel on fait référence, autorité législative, coopérer à la formation de divers grands orients, est regardée comme une initiative louable, mais on signale que ces initiatives ignorent la chaîne générale, l'origine primitive de la franc-maçonnerie, dont elles ont rompu l'unité en variant les systèmes. Il y aurait donc une origine primitive de la maçonnerie, inconnue de ces systèmes, et surtout, il y aurait l'ignorance de ces systèmes, de cette origine primitive, et des lois qui lui sont rattachées. Et voyez la suite de cette introduction du code maçonnique. Des maçons de diverses contrées de France, convaincus que la prospérité et la stabilité de l'ordre maçonnique dépendaient entièrement du rétablissement de cette unité primitive, mais ne trouvant point chez eux cette unité, ni les signes qui doivent la caractériser, enhardis dans leur recherche, parce qu'ils avaient appris sur l'ancienneté de l'ordre des francs-maçons, écoutez bien, fondés sur la tradition la plus constante, sont enfin parvenus à en découvrir le berceau. Villermoz, les frères de Strasbourg, les Chambériens, tous ceux présents au Convent des Gaules ont découvert le berceau de la maçonnerie primitive. Ils ont découvert l'origine cachée, voilée, celle à laquelle aspirent tous les maçons, détentrice de la parole perdue. C'est ce qu'affirme ce texte. Et voyez enfin comment se conclut cette introduction. Avec du zèle et de la persévérance, ils ont surmonté tous les obstacles. On veut bien les croire, hein, parce que quand on annonce des choses comme ça, il faut quand même s'attendre à quelques réactions. Et en participant aux avantages de l'administration, ça j'ai éclairé, ça c'est pour calmer les frères allemands de la stricte observance, ils ont eu le bonheur de retrouver les traces précieuses de l'ancienneté et du but de la maçonnerie. Quelle meilleure introduction à notre propos que les affirmations publiées, imprimées, envoyées de partout en Europe lors du Convent des Gaules, qu'on envoie d'ailleurs aux frères allemands de la stricte observance et qui, autant vous le dire, se frottent quand même un peu les yeux et se disent, ces Français, comme toujours, quelle prétention. Mais pour le coup, la prétention, enfin, Français et les Savoisiens, parce que Chambéry et Nice, à l'époque, comme vous le savez, n'étaient pas encore réunis à la République par les dispositions des volontés du plébiscite de 1860. Je le dis parce que, comme je suis ici un peu dans un territoire ami, au sens de mes propres origines savoisiennes, j'ai plaisir d'avoir à le souligner. D'autant plus que Joseph de Maistre, étant natif de Nice,
Ça fait quand même un double motif. Ceci dit, avec de telles prétentions, il faut quand même être en mesure de pouvoir les assumer. Qu'est-ce que la franc-maçonnerie est-il demandé, d'ailleurs dans le cadre des questions et réponses qui se trouvent dans le rituel d'apprenti? Vous verrez que nous ne déflorons pas certains mystères cachés dans des instructions auxquelles il est difficile de faire référence. Au premier grade du régime écossais rectifié. La réponse que l'on connaît tous par cœur, ça me permet de me désaltérer, c'est une école de sagesse et de vertu qui conduit au temple de la vérité. Sous le voile des symboles de ceux qui aiment et désirent cette vérité. Et vous allez voir comme Villers-Moz aime coder, c'est tout à fait extraordinaire, ces textes. Et quels sont ces mystères? Et voilà ce qu'on dit: l'origine, la fondation et le but de l'ordre. Il n'y a pas là une quelconque référence à des landmarks, aux constitutions d'Anderson et des Aguliers, ou à je ne sais trop quel système, comme il a pu en surgir et fleurir des centaines au XVIIIe siècle. On est bien dans quelque chose de très précis. Villers-Moz sait écrire, les frères qui l'entourent également, et lorsqu'ils annoncent ce type d'affirmation, ce n'est pas pour rien. Mais quelle est l'origine de l'ordre? Les mystères de la franc-maçonnerie, c'est de nous conduire au temple de la vérité, dont les mystères sont l'origine, la fondation et le but de l'ordre. Si l'on connaît ces mystères, on peut, d'une manière beaucoup plus aisée, comprendre la nature du régime écossais rectifié, puisqu'il prétend nous les révéler, ces mystères. L'origine. La réponse que l'on va trouver dans l'ordre est la suivante. L'origine est si reculée qu'elle se perd dans la nuit des siècles. Tout ce que peut l'institution maçonnique, c'est d'aider et remonter jusqu'à cet ordre primitif, qu'on doit regarder comme le principe de la franc-maçonnerie. C'est une source précieuse, ignorée de la multitude, mais qui ne saurait être perdue. Et la remarque de cette instruction est extraordinaire. L'un est la chose même, avec un C majuscule, sachant ce que ce mot signifie dans l'ordre des chevaliers maçons et Lucoènes de l'univers. L'autre n'est que le moyen d'y atteindre. Cet ordre, par excellence, à défaut de pouvoir le nommer, ne peut être appelé, on va dévoiler un terme que l'on ne découvre qu'au bout d'un certain temps au sein du régime écossais rectifié, mais il me semble nécessaire d'en parler pour bien comprendre sur quoi porte notre réflexion. Cet ordre par excellence, à défaut de pouvoir être nommé, ne peut être appelé que le Haut et Saint Ordre. Et qu'est-ce que ce Haut et Saint Ordre possède? Eh bien, il est détenteur par excellence, d'après les textes, des connaissances précieuses et secrètes qui découlent, écoutez bien, de la religion primitive. La religion primitive, dont un Haut et Saint Ordre serait
détenteur de connaissances secrètes. Est-ce à dire, et là il faut être très attentif à ce que l'on va affirmer, que le régime écossais rectifié, au minimum, est en lien, est en contact avec cette religion primitive, et par essence ou par logique, serait héritier, dépositaire des mystères de cette religion primitive? Eh bien, chers amis, c'est le cas. C'est bien le cas. Rappelez-vous l'introduction du code maçonnique de 1778. Faute de connaître cette origine primitive, ce point initial, divers systèmes arbitraires se sont constitués, etc. Si l'on réfléchit une seconde, le régime écossais rectifié en 1778 se présente comme détenteur de connaissances touchant à un ordre qualifié de haut et saint, dépositaire des mystères, de connaissances relatives à une religion primitive dont l'origine est si reculée qu'elle se perd dans la nuit des siècles. C'est quoi d'ailleurs la nuit des siècles pour nous autres? Tout simplement l'émanation d'Adam. Le premier moment de la création de l'homme. Et le sacerdoce que lui a confié l'Éternel, puisque Adam a été constitué par Dieu pour œuvrer, pour travailler à une mission qui est celle de la réconciliation des esprits ténébreux qui se sont révoltés contre l'Éternel dans l'immensité céleste. On le sait, Adam ne va pas répondre à cette mission et lui-même, alors qu'il est député, ce nom est intéressant, député par l'Éternel pour travailler à la réconciliation des esprits révoltés, va se liguer avec les ennemis de Dieu, de l'Éternel, et finalement être victime de la même sanction projetée dans l'univers matériel pour y souffrir un pâtiment visant à ce que ce cachot, cette sanction lui permette d'aboutir, d'atteindre à sa réconciliation. Cette petite introduction, mes bien chers amis, nous permet de comprendre plusieurs choses. Ce qui est engagé à Lyon en 1778, c'est une opération, sans jeu de mots, d'une ambition extraordinaire. C'est constituer un système en conservant l'habillage, l'enveloppe de la stricte observance, c'est constituer un système alternatif aux élus Cohen, qui ne sont pas viables, dont on va transférer les éléments doctrinaux, de sorte qu'avec l'enveloppe de la stricte observance, cet enseignement puisse perdurer et surtout être mis en œuvre. Mis en œuvre selon des lois, des principes, une organisation originale, spécifique, autonome, indépendant. Original, spécifique, autonome, indépendant. Retenez bien ces 4 critères, ce sont ceux des 2 codes, d'ailleurs code maçonnique et code général de l'ordre des chevaliers de la Cité Sainte.
Ces 4 critères constituent le dit régime écossais rectifié, issu de la réforme de Lyon, en tant que système tout à fait singulier, à part de l'ensemble des autres systèmes qui sont travaillés au XVIIIe siècle. Au passage, relevons quelques formules de Jean-Baptiste Villermoz qui ne sont pas à négliger. Cette doctrine a toujours été la base des initiations. Mais son ignorance est un crime pour ceux qui négligent d'en faire usage. Ce qui peut arriver de plus funeste à l'homme privé de la lumière, c'est précisément d'oublier et de mépriser cet enseignement. Ce qui vous explique d'ailleurs qu'au grade d'apprenti, on dira aux candidats dans la chambre de préparation: Monsieur, avec le rituel explique, veuillez vous adresser au candidat avec un air solennel. Bon, on s'imagine vêtu en maçon devant un profane, un candidat. Monsieur, l'ordre ne devant pas accueillir des individus qui auraient une doctrine opposée à celle qu'il regarde comme sa règle fondamentale, a dû, relativement à ceux qui désirent d'y être admis, établir des formes certaines pour connaître leurs vrais sentiments et leur conformité à ces lois. Inutile de vous dire que le profane, la plupart du temps, ne sait pas du tout de quoi on lui parle et considère que si le frère préparateur qui arrive en chambre de préparation lui parlait chinois ou hébreu, ça aurait à peu près la même signification. Mais le paradoxe, eh bien, chers amis, c'est que la plupart du temps, aujourd'hui, ceux qui ont à déclarer ces phrases solennelles n'en savent parfois pas beaucoup plus long que le candidat dans la chambre de préparation. Monsieur, là, ne devons pas écailler. Généralement, c'est lu à la vitesse d'une Ferrari dans un... Je dis Ferrari comme j'aurais pu choisir une autre marque. Hein. Enfin bon. On passe vitesse grand V là-dessus. On insiste beaucoup plus. Veuillez me donner vos effets, enlever votre alliance et quitter tout ce qui pourrait être métallique et préparer une petite piécette pour la quête que l'on fera. Bon, on a tous connu ça. Il est quand même dommage qu'aucun séminaire ne puisse, à un moment, au minimum pour les officiers chargés de la réception, second surveillant, maître des cérémonies, vénérable maître, frère préparateur, frère parrain, comprendre pourquoi on indique aux candidats que l'ordre ne peut recevoir des individus ayant une doctrine opposée. C'est quoi cette doctrine? De quoi parle-t-on? Quoi qu'il en soit, cet ordre, tel que constitué en 1778, qui va être entériné dans des discussions, on va dire, assez tendues, quelques années plus tard, à Wilhelmsbad, auprès des frères allemands, et faire entériner les décisions prises au convent des Gaules, très vite, à cause de la Révolution française et de ses conséquences, ne pourra fonctionner tel que ses fondateurs avaient aspiré et avaient imaginé le voir selon leurs vœux et sans doute leur sincère désir. Néanmoins, entre 1778 et, on va dire,
89-90, l'ordre va avoir le temps et de faire éditer un certain nombre de textes, de fonctionner et surtout de négocier des traités d'union avec le Grand Orient de France. Et il négocie de puissance à puissance, c'est-à-dire de juridiction ayant la plénitude de l'autorité sur l'ensemble de son système face à une autre juridiction, le Grand Orient de France, qui dit d'ailleurs dans ces traités d'union qu'il conserve son rite et que toute autorité est laissée au directoire rectifié pour gérer le régime selon les règles, les lois, les rituels et les usages de la maçonnerie réformée d'Allemagne. Intéressant, les textes des traités d'union. Il n'y est à aucun moment fait mention d'un don du rite au Grand Orient de France. Et à aucun moment les directoires ne sont dépouillés de leur autorité en tant que juridiction ayant à gouverner le régime. C'est d'ailleurs même eux qui doivent veiller à la bonne exécution des rituels, application des décrets, etc., etc. La seule chose qui est accordée, c'est une patente d'agrégation aux loges du régime rectifié, de manière à ce qu'elles puissent travailler dans le cadre de la maçonnerie française, parce qu'elles sont considérées comme des loges issues d'un régime étranger, d'un régime venu d'Allemagne. Le régime, vous le savez, aura du mal, après la Révolution française, à de nouveau repartir sur les bases qui avaient été les siennes, et peu à peu, je passe sur, évidemment, les différents détails de la période historique, les bases sur lesquelles avait fonctionné le régime vont brièvement, après la Révolution française, par une loge appelée le Centre des Amis à Paris, puis une loge marseillaise, la Triple Union. Essayez, sans compter les frères de la Candeur de Strasbourg, essayez de redonner vie au système de Jean-Baptiste Villermoz. Jean-Baptiste Villermoz va quitter cette terre en 1824, non sans avoir mis la dernière main à quasiment tous les rituels, ce qui nous donne quand même un système achevé, complet, tel que Jean-Baptiste Villermoz le souhaitait, ceci accompagné d'une correspondance prodigieuse, nous permet de bien comprendre quelle est la volonté, le souhait de Jean-Baptiste Villermoz par rapport au rite, et, avant de quitter ce monde, confie à Joseph-Antoine Pons le soin de faire perdurer la transmission du régime, celui-ci s'adressant au seul grand prieuré encore en activité en ce début du XIXe siècle, à savoir le grand prieuré indépendant d'Helvétie, qui avait été constitué en 1779. Et puis, de 1830, je ne parle pas des soubresauts à Besançon jusqu'en 1870, où c'est une sorte de mix entre rectifié, rite écossais ancien et accepté, très peu conforme à la manière dont le rite doit être travaillé. Eh bien, de 1830, 1828 pour la Bourgogne, 1830 pour la province d'Auvergne, le rite s'éteint et cesse d'exister en France. Et il faut attendre 1910 pour qu'un frère du Grand Orient, Camille Savoie,
à l'initiative des nombreux voyages qu'il effectuait, décide de se tourner vers ce rite disparu de France, mais si français dans son origine, ses fondements, et je dirais presque sa psychologie, sa sensibilité métaphysique, s'adresse auprès des frères suisses pour leur demander d'être reçus, par le biais des équivalences d'ailleurs, d'être reçus au sein du régime écossais rectifié. Ce qui va être fait, ainsi que deux autres frères, évidemment assez connus, Édouard de Ribeaucourt et Gaston Bastard. Ces trois frères, à partir de 1910-1911, se constituent en structure du régime au sein du Grand Orient de France. Ribeaucourt va, à partir de 1913, constituer la Grande Loge régulière indépendante pour la France et les colonies, qui est l'ancêtre de la GLNF actuelle, et Camille Savoie reste à l'intérieur du Grand Orient de France pour y développer une pratique du régime écossais rectifié en essayant. Il est grand conservateur du rite, donc une fonction assez importante à l'intérieur du Grand Orient de France. Il a pour mission de représenter le rite écossais rectifié à l'intérieur du Conseil de l'Ordre et il fait valoir les intérêts du régime écossais rectifié. Le vœu de Camille Savoie, au départ, c'est d'imaginer que l'on peut faire vivre le rectifié à l'intérieur du Grand Orient de France. Et toute sa correspondance, les lettres le prouvent, fait démonstration de cette intention. Mais hélas, très vite, il va se heurter à une opposition frontale, dure, de la part des autorités du Grand Orient de France, qui, pour divers motifs, qui tiennent d'ailleurs à la forme rituelle du régime écossais rectifié, qui fait apparaître une croyance dans le grand architecte de l'univers en tant que parole révélée et non pas symbole, etc., etc. Autorités du Grand Orient de France qui font obstruction à la possibilité de travailler et pratiquer le rite tel qu'il a été pensé à ses origines par Jean-Baptiste Villermoz. Tant et si bien que Camille Savoie, qui a quand même une longue histoire à l'intérieur du Grand Orient de France, ce n'est pas un jeune frère, hein. Il est né en 1869, on imagine. Donc il a quand même un long parcours à cette période, commence à poser comme critère face. Les ennuis commencent au Grand Orient de France, pour Camille Savoie. Comme critère face aux autorités du Grand Orient de France, les critères du régime écossais rectifié. Et là, oui, ce n'est pas simplement le micro qui, tout à coup, est pris d'un subit étourdissement. Ce sont les autorités du Grand Orient de France qui lui disent cher frère Camille, ça ne marche pas comme ça ici. C'est nous qui décidons comment le rite doit être pratiqué. C'est nous qui définissons la manière dont les rituels doivent être écrits. Étonnement de Camille Savoie. Comment vous contestez l'autorité de Jean-Baptiste Villermoz, vous contestez les décisions des frères fondateurs du XVIIIe siècle. Villermoz, les frères du XVIIIe, mais aucune importance. Nous avons nos propres critères, et ce sont ces critères qui doivent s'appliquer au rite et non pas l'inverse.
ce n'est pas au rite à imposer ces critères, à l'obédience. Vous voyez que nous sommes dans les années 30. Vous voyez que se trouvent déjà à l'époque les éléments qui vont, par la suite, à chaque période du régime, faire problème là où il se trouve, avec les structures où il est pratiqué. Tant et si bien que Camille Savoir, en 1934, écrit plusieurs courriers assez sévères à son obédience et, en 1935, dit ceci: nous proposons au Grand Orient de France une séparation absolue de l'organisation rituelle et initiatique du régime rectifié pour qu'il puisse, sous-entendu le régime écossais rectifié, vivre selon les formes arrêtées lors du convent des Gaules et comme décidé lors du traité d'union avec les Directoires en 1776. Lettre à Adrien Pourriot, président du Conseil de l'Ordre du Grand Orient de France, lettre signée début mars 1935. Comment? On veut décider de l'organisation rituelle du régime de manière à ce qu'il puisse vivre selon les formes arrêtées lors du convent des Gaules et comme décidé lors des traités d'union. Mais les frères du Grand Orient de France regardent Camille Savoir avec des yeux exorbités et lui disent: mais mon frère, tu as perdu l'esprit. Qu'est-ce que c'est que cette demande extravagante? Il n'en est pas question. Et il n'en sera jamais question. En langage un peu moins châtié, on le prie d'aller se faire cuire un œuf ailleurs. Comment? Faire vivre le rite selon les décisions arrêtées au convent des Gaules. Et c'est une plaisanterie. Camille Savoir en tire une conséquence. Le Grand Orient, s'opposant à la pratique authentique du régime écossais rectifié, nous décidons, dit Camille Savoir, de former une juridiction autonome et indépendante, composée de membres, de frères, rectifiés, désireux. Écoutez bien, on a l'impression de lire les 10 points d'une initiative refondatrice apparue il y a peu de temps sur la scène, le paysage maçonnique universel. Désireux de quitter les obédiences françaises dont les agissements sont en contradiction avec le caractère de la franc-maçonnerie rectifiée. Il rajoute: voilà comment nous avons régulièrement réveillé en France le rite rectifié, ce réveil ayant été fait en accord et avec le concours de la seule puissance ayant autorité suprême du rite au monde et en conformité des décisions. C'est constant chez Camille Savoir. Attention au micro. C'est constant chez Camille Savoir. Il n'y a quasiment aucun texte chez Savoir qui ne soit pas accompagné, lorsqu'il justifie la constitution d'un régime autonome, en conformité avec les décisions prises lors des convents fondateurs des Gaules et de Wilhelmsbad. Et on le retrouve dans cette lettre, c'est son discours du 23 mars 1935, exprimé lors de la constitution du Grand Directoire des Gaules, à l'orient de Neuilly, Villa des Acacias, en présence de Rochat et des autorités du régime en Suisse. Ce réveil a été fait
en conformité des convents de 1778, 81, 1808 et 1811. Oui, parce qu'il y a eu un deuxième Wilhelmsbad, ce que tout le monde à peu près ignore. Enfin bon, passons. Et en exécution de la décision prise en 1828 par le directoire de la 5e province de Neustrie, déléguant à la dernière de ses préfectures, dite de Zurich, qui dépendait de la Bourgogne, ses archives, prérogatives, droits, etc., avec mission de les conserver jusqu'au jour où le réveil du rectifié pourrait s'effectuer en France et lui permettrait de s'en dessaisir, ce qui est fait ce jour-là. On confère à Camille Savoir le legs de la 2e province et de la 5e de Bourgogne. Nous sommes en 1935. Comme on vient de faire un bond historique, ça me permet également de faire un pont au-dessus de l'eau. Nous sommes en 1935. Camille Savoir, prenant une initiative saisissante pour la franc-maçonnerie française, imaginez bien, c'est la première depuis 1778 que l'on voit surgir une telle attitude, sort l'étendard du régime et dit « On arrête de plaisanter, le rite fonctionne de telle manière, obéit à tel critère et doit vivre selon un mode organisationnel qui lui est propre, indépendant de toutes les obédiences. » C'est Camille Savoir qui parle. Hein. Pourquoi indépendant de toutes les obédiences? Pour un point relativement simple. Et pour le coup, il n'est pas nécessaire de faire parler Camille Savoir. On peut se tourner devant des maçons vénérables. Marius Lepage, célèbre mémoire, qui écrivait ceci dans un livre tout à fait intéressant, L'ordre et les obédiences. L'ordre est d'essence indéfinissable et absolue. On croirait lire du Villermoz d'ailleurs. L'ordre est d'essence indéfinissable et absolue. L'obédience est soumise à toutes les fluctuations inhérentes à la faiblesse congénitale de l'esprit humain. René Guénon va plus loin. Dans le symbolisme, il écrit ceci: les obédiences présentent le problème d'avoir importé la forme d'organisation moderne des sociétés profanes. C'est du Guénon, hein. Donc Guénon, autant vous dire, la diplomatie, c'était pas son fort. Hein. Cette dégénérescence, si elle ne change en rien la nature essentielle de la maçonnerie, rend parfaitement explicables les nombreuses déviations qui s'en sont dégagées depuis 3 siècles et dont l'organisation sous sa forme obédientielle, en des structures qui présentent le défaut évident d'avoir été calquées sur la forme des gouvernements profanes, est l'un des caractères fort symptomatiques de cette modernité. C'est dans les aperçus sur l'initiation, au chapitre 14, des qualifications initiatiques, et au chapitre 29, opératif et spéculatif. Marius Lepage, René Guénon disent exactement la même chose que Camille Savoir sur ce point. Et Camille Savoir dit exactement la même chose que Jean-Baptiste Villermoz. Vous cherchez à remonter au but primitif de la franc-maçonnerie, dit Jean-Baptiste Villermoz. Et l'on vous a attaché à un ordre qui correspond avec ceux qui seuls peuvent vous instruire, si vous savez quelque jour vous faire reconnaître pour un vrai chevalier, maçon, etc.
quelle extraordinaire complémentarité, cohésion, identité de vue, avec des maçons, des initiés assez différents, Marius Lepage, René Guénon, dont on sait qu'il avait, à l'égard du régime écossais rectifié, quelques vues discutables. Camille Savoir, Jean-Baptiste Villermoz, tous disent la même chose. Les obédiences ont pour principal défaut de calquer la forme des gouvernements profanes sur l'organisation des systèmes initiatiques, tous systèmes initiatiques confondus d'ailleurs. Mais puisque ce soir nous parlons du régime écossais rectifié, nous nous en tiendrons au régime écossais rectifié et nous pouvons convenir que leur analyse est juste. Combien d'entre nous avons-nous passé de temps lors de tenues, toute lumière d'ordre éclairée, à lire tel protocole, sentence administrative, circulaire du grand secrétaire, ordonnance du tel Mamamouchi, etc., 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 etc. Le quart d'heure symbolique, c'est pour quand? Oui, allez, ça sera 5 minutes ce soir, parce que les agapes sont très chaudes et on a déjà beaucoup passé de temps. Et ainsi de suite, de tenue en tenue. Ah, la fois prochaine, il y a une réception. L'ordre ne pouvant accueillir que des individus ayant une doctrine... Dans quelle situation se trouve le régime écossais rectifié? Quel est ce sketch, ce théâtre, ce mauvais scénario dont on veut nous faire croire, les uns et les autres, que c'est le seul possible pour vivre à l'intérieur du régime? Oh, calme-toi, Jean-Marc, c'est comme ça depuis longtemps. On ne va pas changer les choses du jour au lendemain. Bon, les 5 minutes, elles diront 10 minutes la prochaine fois, voilà. Comment? On n'a pas parlé de Villermoz depuis le début? Non, de toute façon, Villermoz, c'est un homme de 100 ans. C'est un vieillard, un peu gâteux. Perdez pas un peu la tête à la fin, non? De toute façon, on n'est plus au XVIIIe siècle. On ne peut plus vivre comme à l'époque. Tu ne veux pas nous ramener à l'époque des perruques poudrées, et puis de je ne sais trop quoi. On l'aime bien, Villermoz. On ira voir sa tombe au cimetière de Loyasse, lorsqu'on ira casser la graine dans un petit bouchon à Lyon. Mais bon, en loge, il ne faut quand même pas non plus nous saturer la vie avec ça. Il y a des choses plus intéressantes. Et c'est comme ça, mes bien chers amis, que depuis 1935, la plupart des structures rectifiées font fonctionner le régime, en dépit du bon sens. La tête à l'envers, comme on dit. À savoir dirigées par les obédiences, qui en font ce qu'elles en veulent, qui n'hésitent pas à modifier les rituels à leur bon gré, et qui se moquent, comme de leur première paire de gants, des dispositions attendues, volontés et formes organisationnelles du rite tel qu'il a été pensé au XVIIIe. J'ose même pas, par fraternité, aborder la question de savoir s'ils ont un jour ou l'autre essayé d'approfondir ce qu'est la doctrine du régime. Parce que là, autant vous dire, ah non, mais Jean-Marc, nous, on est adogmatique. Hein. Non. Alors, pas de doctrine chez nous. Hein. Non, non. Non, non. Liberté absolue. Chacun fait ce qui lui plaît. De nouveau, deuxième refrain de la chanson. Hein.
Il est 5 heures du matin. Non, il est encore l'heure. Je vous rassure. Le temps passe vite, néanmoins. Non, c'est dans la chanson. Il est 5 heures du matin, chacun fait ce qui lui plaît. Alors, au-delà de ce petit élément musical, hormis la question de la doctrine qui était un ovni, il y a encore pas si longtemps, on va dire moins de 2 ans, 2 à 3 ans, où la publication d'un texte sur le sujet, et je veux remercier mon ami et frère Serge qui a pris l'initiative de la publication de ce livre à ma demande. Nous ne pensions pas, d'ailleurs, l'un et l'autre, que ça susciterait des réactions à ce point vives. La doctrine, on n'en parlait pas. On savait bien qu'il y avait quelque part un enseignement du régime sous le bureau, sous l'autel du vénérable maître. Voilà, non, c'est la bouteille d'eau. Le Christ dit à la Samaritaine, je te donnerai à boire d'une eau dont tu n'auras plus jamais soif. Voilà. Celle-là, elle s'appelle cristalline, sans publicité. Mais il était hors de question d'aborder ce point-là. Hors de question. La plupart des réactions qui se sont manifestées, si l'on fait un spectre général, d'un côté, on n'en veut pas, parce qu'on l'ignore, on ne sait même pas ce que c'est, on n'en a jamais parlé. De l'autre, en connaissant parfaitement qu'elle existe et ce qu'elle raconte, elle s'oppose aux dogmes arrêtés par les différents conciles de l'Église. C'est vraiment les deux spectres. Mais finalement, qui se rejoignent d'une certaine manière, sont des alliés objectifs dans un même combat contre les tenants et aboutissants de cette doctrine de la réintégration. Les dogmes stipulent que sur tel et tel point, il est impossible de pouvoir poser des affirmations de ce type. Et d'ailleurs, elles font l'objet d'anathématisme formel, en particulier lors du Second Concile de Constantinople, le 5e œcuménite, en 556, en plein milieu du VIe siècle. Comme par hasard. Les thèses d'un certain père qui s'appelle Origène. Je peux vous dire que si on avait parlé d'un loup dans certaines maisons rectifiées, allez, ce soir, on est entre amis, on va dire, ayant une lointaine origine rectifiée, ça n'aurait pas été pire. Quant aux autres maisons de la famille rectifiée, c'est du dogmatisme, c'est de la doctrine, ce n'est pas en conformité avec le caractère libéral, ouvert et universaliste de nos structures. Bon, je ne savais pas que le régime écossais rectifié avait comme fondement le caractère libéral et universaliste. On a plutôt l'impression qu'il fait référence à une religion, vous vous rappelez tout à l'heure, on l'a dit en ouverture, religion primitive. Elle est universelle, mais pas universaliste, ce n'est pas tout à fait la même chose. Quoi qu'il en soit, lorsque on met, j'ai failli par habitude me tourner vers le tableau pour faire un grand dessin, si l'on fait d'un côté un cercle en disant la forme organisationnelle du régime écossais rectifié, et si l'on fait le côté de lune et soleil, voilà, c'est pas
sans publicité, si l'on fait de l'autre un autre cercle, en disant doctrine de l'ordre, on a à peu près, il manque un troisième point pour faire le triangle, on a à peu près les éléments qui constituent le régime écossais rectifié. Mais à partir de ces deux éléments, si nous éclairons la situation dans laquelle se trouve le régime depuis son réveil en 1935, et de manière objective, sans caractère partisan, sans vouloir, d'une manière ou d'une autre, noircir plus que nécessaire le tableau. Puisqu'on parle de tableau, autant y rester. Il apparaît une évidence, une vérité bien simple. C'est que de partout, je dis bien de partout, où l'on se tourne, eh bien, il n'y a pas un exemple d'une conformité des volontés fondatrices des frères qui, au XVIIIe siècle, ont constitué le régime lors du convent des Gaules et du convent de Wilhelmsbad, ni non plus des souhaits de Camille Savoir en 1935. Alors, sur le XVIIIe siècle, on peut imaginer que ça fait quand même pas mal de temps. Donc, difficile d'avoir un appel téléphonique avec Jean-Baptiste Willermoz, Jean ou Bernard de Turckheim. Mais avec Camille Savoir et ceux qui lui ont succédé, ceux qui étaient autour de lui, Rybinski, Moirou, Bello, Vaste, jusqu'à Jean Tourniac. C'est quand même des frères qui savaient de quoi ils parlaient, qu'on a connus, enfin, pour beaucoup d'entre nous. Et si l'on élargit encore plus le spectre, enfin, quand je dis spectre, n'y voyez pas là qualificatif dépréciatif, bien évidemment. Mais si l'on élargit le spectre, d'ailleurs il bouge, le spectre des autorités rectifiées, dans les autres branches issues du réveil de 1935, de tous côtés, je ne veux citer personne, je n'ai cité que ma propre famille, comme ça on ne dira pas que je tape sur les autres. Voilà. Mais le constat est identique. Identique. Nous nous retrouvons devant la même situation. Il n'y a pas un seul exemple de conformité, ni même d'une volonté de mise en conformité. On pourrait imaginer que certains textes, certaines propositions analytiques, certaines attitudes de certains d'entre nous auraient pu susciter des réactions favorables. Ah, c'est très intéressant, oui, tu as raison. C'est vrai, nous allons essayer de faire un effort pour nous mettre en correspondance avec les vues de ces grands personnages qui nous ont précédés. La réaction n'a pas été celle-ci. La réaction a été furieuse. Camille Savoir, qu'est-ce que c'est que ça ? Un libre penseur, un athée. Ce que j'ai entendu du côté des cuisines où j'allais parfois préparer les agapes. Voilà. Mais
sur d'autres versions, on avait exactement la même réaction. Il n'est pas question de nous soumettre à des impératifs qui, pour nous, ne représentent rien du tout. Oui, mais il y a une question quand même. Vous prétendez avoir autorité sur le rite. Vous prétendez transmettre, conférer des initiations, transmettre des grades. Et d'ailleurs, vous me direz, c'est peut-être anecdotique, mais enfin ça compte aussi, vous percevez des sommes qu'on appelle capitations dans nos milieux pour nous faire pratiquer ce rite sous vos auspices. Puis comme ça, on a un beau papier timbré avec un certificat comme quoi on est bien franc-maçon de telle ou telle structure ayant été reçu à tel grade du régime. Difficulté. Grosse difficulté, mes bien chers frères. Grosse difficulté. Grosse difficulté parce que si le rite a bien été réveillé à l'initiative de Camille Savoie et des frères qui l'ont entouré en 1935, et que nous sommes amenés par examen tranquille, dépassionné, à admettre qu'aucune forme n'est en conformité avec les dispositions, au minimum celle de Camille Savoie en 1935, de faire vivre le grand directoire des Gaules tel qu'il a été pensé en 1935. Alors, et nous allons aborder la dernière partie de cet exposé, quel devenir? Quel devenir pour le régime dans cette situation? Que nous reste-t-il à faire si, au bout de cette présentation, qui n'était évidemment qu'une rapide introduction, comme vous avez pu vous en apercevoir, nous en étions à la conclusion, eh bien, c'est parfait, les choses sont en conformité avec les vues de Villermoz, nous sommes tous parfaitement instruits de ce qu'est la doctrine de l'ordre, la forme organisationnelle, les rituels, les méthodes avec lesquelles on nous fait travailler à l'intérieur de nos loges sont absolument conformes avec ce qui avait été pensé au début. Très bien, on passe aux agapes immédiatement, et je me tournerai vers nos chers amis responsables du cercle philosophique du comté de Nice pour leur dire, eh bien voilà, j'ai terminé ma conférence, nous pouvons aller nous désaltérer. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et ça se complique. Ça se complique, notablement parce que si rien n'est en conformité, et nous pourrions ici avoir les représentants amis de l'ensemble du spectre évoqué, le micro ne bouge pas, ils conviendraient tous qu'ils ne font pas vivre le régime selon les décisions arrêtées au convent des Gaules, enfin, etc., telles que Camille Savoie l'écrit dans son discours du 23 mars 1935. Il faut savoir quand même que ces mots figurent, enfin, d'une manière un peu différente, dans la charte patente de 1935, accordée par le grand prieuré indépendant d'Helvétie au grand directoire des Gaules. Grand directoire des Gaules, hein, pas autre chose. Parce qu'en France, il n'y a pas un grand prieuré dans les Gaules, il y en a 3. L'Auvergne, l'Occitanie et la Bourgogne. Un grand prieuré pour les Gaules, on ne l'a jamais vu. Hein. Vous pouvez
fouillez la matricule de 1778, si vous trouvez un grand prieuré des Gaules, on peut ouvrir un magnum de champagne. Hein. On va trouver un grand prieuré d'Auvergne à Lyon, rattaché au grand prieuré d'Auvergne. On va trouver un grand prieuré de Provence, rattaché au grand prieuré d'Auvergne, etc., etc. Mais grand prieuré des Gaules, il n'y en a pas. Il y a un grand prieuré indépendant d'Helvétie, mais c'est pas plus. Il n'y a pas non plus de grand prieuré indépendant des Gaules, de France, tout ce que l'on veut, hein, ou de Navarre. Il y a une province d'Auvergne, une province d'Occitanie, une province de Bourgogne. Et au-dessus, qui chapeaute tout ça, un grand directoire qui accueille les 3 provinces. Sauf, comme dit le Code, si la nation ne possède qu'un grand prieuré. À ce moment-là, la nation, comme en Helvétie, possède un seul grand prieuré. Pour l'Espagne, c'est pareil, il y a 2 grands prieurés, Léon et Aragon. Donc il ne peut pas y avoir un grand prieuré, c'est pas possible. Il y a 2 grands prieurés. Et il peut y avoir un grand prieuré d'Hispania. Enfin bon, au-delà de cette petite anecdote, mais qui n'en est pas une néanmoins, parce que, comme par hasard, si vous regardez bien, les formes sous lesquelles vivent l'ensemble des juridictions rectifiées, c'est sous la forme de grands prieurés sur des obédiences qui ont autorité sur les prieurés. Alors, ce qui est complètement incongru. Imaginez une province rectifiée, dépendante, soumise d'une obédience dont on sait, par Marius Lepage, par René Guénon et par d'autres, qu'elles ont pour principal défaut d'être calquées sur les formes profanes. Donc, oui, vous avez entendu, une forme profane, administrative, juridique, posée sous statut de loi de 1901, à autorité sur une structure initiatique. C'est le cas pour le rectifier de partout où il est travaillé aujourd'hui. Ça commence bien. Alors, comme aurait dit Vladimir Ulyanov, que faire dans un certain texte publié en 1908, membre du parti bolchevique. Que faire? Vous savez d'ailleurs, pour l'anecdote, qu'au moment où Camille Savoir met en sommeil le grand directoire des Gaules en septembre 1939, à la déclaration de guerre, qui ne sera jamais réveillée, puisqu'en 1946, en préfecture de Nanterre, lorsque le général de Gaulle autorisera la franc-maçonnerie française à pouvoir reprendre ses activités, heureuse initiative du général, eh bien, Camille Savoir, pour une raison qui nous échappe, ira en préfecture de Nanterre déclarer reconstituer au titre des organisations de la maçonnerie française un grand prieuré des Gaules, inexistant sur la patente de 1935, dont on n'a jamais entendu parler, et il va le déposer en loi de 1901, en 1946, à une date qui pour nous prend un certain sens, puisque c'est le 15 décembre 1946. Bon, voilà. Quoi qu'il en soit, si ce rectifié n'est pas constitué sur le plan de son organisation dans aucune des structures aujourd'hui ayant à le faire vivre, en conformité avec les vœux de ses fondateurs. On parle beaucoup de maçonnerie française, mais c'est vrai également pour les landmarks de la maçonnerie anglaise, les fameux basic principes, vous savez, qui datent quand même pas d'Anderson et des Aguliers, datent de 1929, et dont on fait le critère pour savoir qui est régulier ou qui ne l'est pas. Mais ce qui est régulier pour le régime écossais rectifié, c'est ce qui est en conformité ou pas avec quoi? Les constitutions d'Anderson et des Aguliers, mais pour des rectifiés
Enfin, excusez-moi, mais on s'en moque. Autrement, on n'aurait pas rectifié la franc-maçonnerie en 1778. On aurait pris les constitutions d'Anderson et des Aguliers à Lyon et on les aurait appliquées. On n'aurait pas parlé de système arbitraire réuni en Grande Loge. Vous croyez qu'il vise quoi, Villermoz? La Grande Loge de Lyon? Mais il vise effectivement la maçonnerie qu'on essaye de vouloir imposer en France à cette époque. Et les dispositions de 1778 viennent rectifier, réformer, pour apporter quoi? Un enseignement, une organisation que ces systèmes ignorent. Et on voudrait aujourd'hui faire peser sur le rectifié les critères anglais que Villermoz lui-même a rejetés en 1778. C'est le royaume d'Ubu. On est chez Père Ubu. Et je me rappelle quelques discussions avec des frères pourtant sympathiques dans mon ancienne maison, souchés sur les principes de la régularité, qui me disaient, mais Jean-Marc, l'ordre, je ne vais pas nommer la structure, mais vous l'aurez tous deviné. L'ordre, c'est la grande loge, etc. Je dis, mais enfin, je n'y pense pas. L'ordre est si reculé qu'il se perd dans la nuit, etc. Regarde ce qu'on dit à l'apprenti. Tu te rappelles quand tu as été reçu apprenti? Qu'est-ce qu'il t'a dit, le vénérable maître? Monsieur, voici le vêtement primitif, le plus beau que l'ordre puisse. Tu crois que c'est la boutique de Paris là qui nous a vendu le tablier, dont veut parler Villermoz? Tu crois que c'est la structure administrative? Ce que je vous dis là pour mon ancienne maison, je dis ça avec beaucoup de fraternité parce que j'ai encore des frères que j'aime beaucoup à l'intérieur et je pense qu'on y fait un rectifié sincère. Je dis bien sincère. Mais ce n'est pas ça l'ordre. L'ordre auquel fait allusion Jean-Baptiste Villermoz, c'est tout autre chose. Pour le coup, oui, c'est un autre ordre des choses. Et ce qui est valable pour la maison évoquée est valable pour toutes les autres maisons. Avec les tenues de grande loge, plusieurs rites représentés, et les grandes fabalas pour les grands officiers de grande loge, des décors de grande loge, des rituels de grande loge, etc. Même, et y compris, des structures qui ont été formées, forgées, portées sur les fonds baptismaux par le régime écossais rectifié. D'où, et vous le comprenez, la crainte, l'effroi des propos que je peux émettre sur la manière dont le rite est vécu et travaillé aujourd'hui. Parce que il est incontestable que l'examen que l'on vient de faire est la conclusion à laquelle on aboutit. Alors, si nous convenons que la situation n'est pas conforme, il convient, mes bien chers frères, de prendre, en tant que frères rectifiés, notre destin, c'est-à-dire les destins du régime, en main. Il nous appartient de poser pour le futur les critères de la régularité du régime écossais rectifié selon ce que les fondateurs du régime
ont posé au XVIIIe siècle. Et à la question « Quel devenir pour le régime écossais rectifié ?» Si nous ne réagissons pas, le devenir, nous le connaissons. C'est la continuité d'une vie en domination, en soumission, en éloignement des principes du régime, jusqu'au point d'en perdre la mémoire, le souvenir et la perspective. En revanche, si nous réagissons et que nous considérons que nous avons une responsabilité au titre de notre état de maçon rectifié, ayant été reçus par les 3 coups de compas de maillet sur le cœur, qui nous met en ligne directe, de manière ininterrompue. Et c'est une spécificité du régime écossais rectifié. Tous les autres systèmes, néo-Cohen, etc., ont tous été reconstitués puisque les ordres se sont éteints. Pas le rectifié. Donc, les transmissions sont authentiques. Chaque vénérable maître qui a été reçu authentiquement et a fait sa carrière à l'intérieur du rectifié, qui reçoit un apprenti franc-maçon rectifié, lui transmet effectivement la même essence initiatique. C'est extraordinaire. Donc nous sommes dépositaires d'une transmission incontestable, tous, autant que nous sommes les rectifiés. Et si nous sommes dépositaires de cette transmission, alors nous avons une responsabilité fondamentale, indiquée par Jean-Baptiste Villermoz. Le grain mis en terre, il reçoit la vie. Mais si son germe est altéré, la terre même où ce grain a été semé en accélère la putréfaction. Vous voulez dire, oui, vous voulez dire que le grain que représente l'initiation rectifiée peut recevoir la vie s'il est mis dans une bonne terre, de manière à y fructifier, à germer, à faire surgir des plantes fortes, un arbre puissant, fait de larges branches, sur lesquelles de beaux oiseaux, peut-être ayant l'allure de phénix, viennent s'y poser pour y faire leur nid et prendre leur envol, mais que si le germe est altéré, eh oui, si le germe est altéré de la structure initiatique dont nous sommes les dépositaires, alors, au lieu d'y recevoir la vie, nous accélérerons par notre passivité la putréfaction du régime dont nous sommes les dépositaires. Je crois que cette responsabilité à laquelle ne cesse de nous inviter Jean-Baptiste Villermoz, dès nos premiers instants dans l'ordre, est une responsabilité sacrée. Rappelez-vous, au tout début de cette communication, nous parlions de cet ordre primitif dépositaire du sacerdoce originel d'Adam. Si nous croyons vraiment que se trouve à l'intérieur du régime
les éléments de ce sacerdoce. Alors, notre devoir, mes bien chers amis, n'est pas simplement un devoir administratif, organisationnel ou historique. C'est un devoir religieux, issu de la religion primitive. C'est un devoir mystique. C'est un devoir qui était considéré comme le plus précieux pour Villermoz et tous les frères du XVIIIe siècle. Et c'est à ce devoir que nous avons juré fidélité, c'est à ce devoir qu'il nous faut être attachés et ne jamais nous dessaisir. Le feu consume la corruption, mais il dévore l'être corrompu. Monsieur, dit le vénérable maître, l'homme est l'image immortelle de Dieu. Mais qui pourra la reconnaître s'il la défigure lui-même? Laisserons-nous défigurer le régime dépositaire de ses enseignements et de ses connaissances sacrées, ou est-ce que nous décidons enfin de poser comme ayant été frappé par la dignité du temps, la dignité de l'histoire, la dignité initiatique, les vœux de Jean-Baptiste Villermoz, qui donna sa vie pour le régime, qui conserva jusqu'à la fin de ses jours l'énergie intégrale pour la préservation de toutes les instructions, des rituels, en honneur de Jean-Baptiste Villermoz, des frères de Turckheim, de Joseph de Maistre, de l'œuvre entreprise par Camille Savoir. Relevons le défi et donnons enfin au phénix le devenir qui est le sien. Et alors, à la question « Quel devenir pour le régime écossais rectifié ?», nous répondrons d'une seule voix « Périt, ut vivat ».